4 ans sans vidéo. Et pendant ces 4 ans, j'ai compris un truc, la manière dont on fait les statistiques dans la recherche est souvent cassée. Pas les stats en elles-mêmes, mais la manière de travailler. Je suis plus chercheur. Et bizarrement, j'ai jamais été aussi à l'aise dans ma pratique des stats. Aujourd'hui, je vous explique ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, ce que j'ai appris et pourquoi je reviens. La dernière vidéo remonte à quand ? 4 ans ? Il s'en est passé des choses entre-temps. Nouveau boulot, nouvel appart, un nouvel équilibre à trouver. Je ne suis plus chercheur pour tout un tas de raisons. La principale étant que, pour sécuriser un poste fixe, il me fallait accepter de sacrifier ma vie privée, enchaîner des CDD dans différents pays, sans aucune garantie d'obtenir effectivement ce poste fixe. J'ai vu des collègues brillants enchaîner 10 ans de précarité, j'ai vu des couples exploser à cause de mobilité forcée, et j'ai fini par me poser la question, est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie personnelle pour une probabilité de poste ? Ma réponse a été non. Donc, je ne suis plus chercheur. Mais je continue à contribuer à la rédaction d'articles scientifiques et à faire des stats, un peu moins qu'avant, mais plus librement, plus à mon aise, sur des sujets qui me plaisent. Par exemple ici, sur la diversité des protistes le long de gradients d'altitude, ou là, sur la biodiversité microbienne qui se développe lors de la décomposition de cadavres. Ah oui, c'est aussi glamour que ça en a l'air. Ou encore là, sur des modèles géographiquement pondérés en paléoécologie. C'est des sujets de niche pointus, mais qui m'éclatent. Dans les 4 années qui se sont écoulées, il y a 3 facteurs qui ont bousculé ma façon de travailler. Premièrement, l'environnement de travail, avec des professionnels de l'informatique. 2, le data management, et 3, bien sûr, l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, j'utilise toujours R pour mes articles, mais également dans un autre contexte, celui du data management et de la manipulation de jeux de données massifs au sein d'un hôpital. Même outil, mais avec des règles du jeu différentes. Des collaborations différentes également, puisque je travaille maintenant avec différents métiers de l'informatique, la sécurité, l'architecture, l'intégration, le développement, etc. Et là, j'ai pris une claque. Ces gens-là, ils ont une autre vision sur la production et la gestion de code. Nous, en tant que biologistes qui faisons des stats, on se sert de R comme d'un outil. On apprend à coder un peu sur le tard, on produit souvent du code un peu à l'arrache, avec des mauvaises pratiques dont on n'a même pas conscience. Et quand on travaille avec des professionnels de l'informatique, on comprend vite que le code a un cycle de vie, développement, test, production. On comprend qu'il existe des conventions de codage, des bonnes pratiques de versionning, des règles de syntaxe, de la documentation, etc. Dans la recherche, au final, on est formé à produire des résultats, mais on n'est pas formé à produire des systèmes. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? On n'est pas forcément plus rapide sur l'instant, mais on se construit une base de projets, de scripts que l'on est capable de relire et de réutiliser sans problème des années après, que l'on est capable de partager de façon fluide, claire et sans avoir honte du code un peu crados qu'on a produit des années auparavant. Et pour quelqu'un qui a passé des heures à essayer de comprendre ses propres scripts de thèse, c'est un changement de paradigme. Mon poste actuel, c'est Data Manager, ou gestionnaire de données, en français. Mon job, c'est de comprendre et modéliser comment les données sont produites, transformées, utilisées, et dans quel processus, par quelle personne, dans quel contexte, etc. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui manque énormément dans les laboratoires de recherche et les universités en général. Vous savez, un fichier nommé final v3 définitif bis, vous connaissez, hein ? C'est à quoi ressemble le data management dans beaucoup de labos. Alors autant on arrive plus ou moins, selon les domaines, à documenter le cycle de vie des échantillons collectés, autant on ne documente quasiment jamais le cycle de vie des données. Et combien de fois j'ai entendu « Ah merde, on a perdu les métadonnées de cette campagne de terrain » ou « Ah, le doctorant qui a fait ça, il est parti » et personne ne sait comment les données ont été traitées. Ou encore pire, que j'ai entendu récemment, le doctorant il a abandonné sa thèse et puis il s'est tiré avec les données, du coup on peut plus rien faire, il faut refaire toute la collecte de données. Donc j'ai découvert dans ce nouveau métier tout un ensemble de bonnes pratiques, de normes, de standards, utilisés dans l'industrie et les grandes entreprises qui permettent de maîtriser complètement les données, la documentation, les règles de qualité, le stockage, la traçabilité, etc. Et j'ai appris à documenter correctement un jeu de données. Et ça m'a fait réaliser un truc fondamental. La plus grande richesse d'un labo, c'est pas les gens, ce sont ces échantillons et ces données. Et beaucoup d'argent, de temps, d'opportunités scientifiques sont perdus chaque année dans le monde à cause d'une mauvaise maîtrise des données. Si j'avais su tout ça pendant ma thèse, j'aurais sans doute travaillé très différemment. Et enfin, l'IA, l'intelligence artificielle, comment passer à côté ? Produire du code, ça se fait maintenant avec une facilité déconcertante. On n'a presque plus besoin de savoir coder en R pour faire du R. Le vibe coding est à la mode. J'ai de la chance pour ma part d'être de ce que je considère la bonne génération. J'ai une appétence pour la programmation, j'ai appris à coder en lisant des manuels et de la documentation, mais je suis encore assez jeune.
si, je suis encore assez jeune, pour avoir apprivoisé les différents LLM, les différentes IA rapidement. Et je me suis rendu compte que l'IA est autant un bienfait qu'un poison, selon comment on l'utilise. Moi aussi, j'ai parfois laissé l'IA réfléchir à ma place, et à chaque fois que je l'ai fait, je l'ai payé plus tard. Utiliser l'IA pour se débloquer sur une méthodologie, produire une portion de code un peu pénible, refactorer une fonction, documenter un script, interpréter une sortie de commande un peu obscure, c'est génial, c'est parfait. En revanche, balancer son dataset brut dans ChatGPT et copier-coller le résultat, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Alors d'abord en termes de maîtrise de ce que l'on fait, et ensuite, parce que c'est souvent pas très légal. Les données de recherche n'ont rien à faire sur les serveurs d'OpenAI ou de Google. Oui. Et je vois de plus en plus d'étudiants et de doctorants passer directement par l'IA pour produire leurs analyses ou leur code, sans prendre le recul nécessaire, le pas de côté pour s'assurer de ne pas faire n'importe quoi. L'IA supprime presque le codeur, mais elle ne supprime pas le biologiste, et elle ne supprime surtout pas le statisticien. Bref, ces 3 changements, le travail avec des professionnels de l'informatique, le data management et l'IA, ont complètement transformé ma façon de faire des biostatistiques avec R. Ça m'a ouvert des perspectives qui m'étaient totalement inconnues à l'issue de ma formation purement académique. Maintenant que j'ai retrouvé un meilleur équilibre vie pro, vie perso, je vais essayer de trouver un peu de temps pour partager mes petits trucs et astuces pour améliorer vos compétences en biostat avec ou sans IA en vous faisant bénéficier de ma nouvelle expérience professionnelle. Alors je promets pas d'être régulier, ou de produire des trucs énormes, je vais faire un petit peu à l'envie quand ça m'amuse pour pas que ça devienne une contrainte, puisque YouTube peut vite devenir une contrainte. Ça sera pas forcément orienté esprit critique, même si certaines vidéos le seront peut-être, mais ça sera plutôt orienté petites astuces concrètes, applicables, etc. Mais en gros, ce que je veux vous transmettre, c'est que si vous savez penser, structurer et comprendre vos données, l'IA ne vous remplacera pas, si vous avez ça comme inquiétude, mais elle vous amplifiera. Voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt.